Chez vous, au lendemain de leur nomination au sein du gouvernement de cohésion nationale, les ministres et vice-ministres du parti présidentiel se sont retrouvés au siège du parti autour de leur chef de file Évariste Bochab. En sa qualité de secrétaire général du PPRD, Évariste Bochab a appelé ses troupes à la loyauté, au respect mutuel, mais aussi à la fidélité, afin d'atteindre les objectifs fixés par le chef de l'État, Joseph Kabila. Ils sont tous nommés au sein du gouvernement de cohésion nationale, mais avec des objectifs bien précis à atteindre. Évariste Bochab, secrétaire général du PPRD, a rassemblé ses troupes au siège du parti. L'objectif de cette rencontre est de donner des directives claires à tous les ministres et vice-ministres de son parti, récemment nommés au gouvernement. Un seul mot d'ordre aux troupes, la loyauté, le respect mutuel, mais aussi la fidélité, vertus par lesquelles ces derniers mèneront à bien leur mission, afin de répondre aux attentes de la population. Comme dans une organisation qui se respecte, nous avons envoyé nos troupes au front, c'est-à-dire les membres des cadres du PPRD qui ont été désignés comme ministres, vice-ministres, ministres d'État, vice-premier ministre, jusqu'au premier ministre. Et les us et coutumes de notre parti font qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle équipe qui entre au gouvernement, nous faisons l'appel de troupes et nous les réunissons ici, dans notre maison, dans notre siège du parti, pour donner des directives précises. Après la série de remises et reprises, l'heure du travail a bien sonné. Massacre des populations civiles à Béni, les notables de la région réfléchissent sur la question. Depuis mercredi, c'est à travers un dialogue social initié par la société civile du Nord Kivu. Les participants, dont les acteurs politiques, leaders religieux, opérateurs économiques et animateurs des forces vives venus de Kinshasa, de Goma, de Butembo et de Béni, parlent à fond et sans tabou sur les terrorismes qui sévit actuellement dans les territoires de Béni. Les détails dans cette correspondance de Martial Bendelo. À l'issue de ces assises, les participants devront dégager certaines stratégies pour mettre fin à des violences qui sévissent ou qui viennent d'arracher la vie à plus de 200 compatriotes dans la région de Béni. Ça serait leur contribution apportée pour une paix durable dans la région. À l'ouverture de ce dialogue de mercredi 7 décembre à l'hôtel La Référence Plus, ici en ville de Béni, le président de la société civile du Nord Kivu a recadré les objectifs de ces assises avant d'appeler les participants à s'exprimer sans tabou et sans hypocrisie. Thomas Dakamouzi a aussi insisté sur la minimisation des différends, mais également les inciter les participants à inciser la paix pour arrêter le cycle de violence à Béni. Pour lui, devant ce drame, les notables de la région doivent apaiser leur tendance politique et situer les responsabilités. Ils doivent aussi transcender les émotions en vue d'influencer l'amélioration de la situation pour l'intérêt supérieur de la nation. De son côté, le ministre provincial Anselme Kitsaka, représentant le gouverneur de province Julien Fanuki, a salué l'initiative et l'ouverture de ces assises qui s'ajoutent aux efforts du gouvernement dans le cadre de la recherche de la stabilité dans ce coin du pays. Marcel Bendilo, Béni, Radio Télé 50. Autre titre d'actualité, l'activisme de groupes armés est l'un des grands défis auxquels les humanitaires ont dû faire face en 2014 en RDC. C'est ce qu'a indiqué le coordonnateur des affaires humanitaires de l'ONU en RDC à la presse. Moustapha Soumaré a aussi affirmé que pendant cette année, le plan d'action humanitaire a été financé à 67% par la communauté internationale. L'année 2015 nécessite environ 692 millions de dollars américains. En croire Moustapha Soumaré, coordonnateur des affaires humanitaires de l'ONU en RDC, pour 2015, les Nations Unies et le gouvernement congolais ont identifié 4 domaines des crises principales. Il s'agit des conflits armés, la malnutrition, les épidémies et les catastrophes naturelles. Et le besoin financier pour répondre à ces différents défis s'élève à environ 692 millions de dollars américains. Selon Moustapha Soumaré, l'activisme de groupes armés est l'un des grands défis auxquels les humanitaires ont dû faire face en 2014 en RDC. Et le plan d'action humanitaire a été financé par la communauté internationale à 67%, soit 563 millions de dollars sur les 832 millions demandés.
Ces fonds ont permis d'entreprendre des activités dans le domaine de la sécurité alimentaire, de l'eau, de l'hygiène, dans l'éducation et aussi dans le domaine de la santé. Je vous l'annonçais en titre, célébration ce 18 décembre de la Journée internationale des migrations, une occasion de dissiper les préjugés et de sensibiliser l'opinion à leur contribution dans les domaines économiques, culturels et sociaux au profit tant de leur pays d'origine que de leur pays de destination. Notons qu'en 2013, le nombre de migrants internationaux a atteint 232 millions d'hommes, de femmes et d'enfants dans le monde qui ont fui leur pays pour échapper aux conflits armés, aux persécutions et à la torture. Lutte contre le réchauffement climatique. La lutte contre le réchauffement climatique a été au centre des échanges que le nouveau ministre de l'Environnement, bienvenu Lyotan Joly, a eu hier mercredi avec l'ambassadeur de l'Union européenne Michel Dumont et le gouverneur du Kasaï occidental Alex Kandé. Suivez. C'est le tout nouveau locataire de ces ministères, un portefeuille qui devra être au centre de cette lutte acharnée contre le réchauffement climatique, où l'on compte aussi l'RDC vu son potentiel forestier. Le Kasaï occidental est l'une des provinces où cet espace vert s'y prolonge, mais la question de l'exploitation illicite est toujours d'actualité dans cette province, d'où cette visite du gouverneur. Je venais échanger avec lui sur certains projets de ma province. Certains projets au niveau de l'exploitation forestière. Vous savez que dans ma province, j'ai le prolongement de la forêt équatoriale qui est inexploitée. C'est une très grande richesse. Je venais un peu voir avec le ministre quelles étaient les opportunités possibles pour pouvoir exploiter cette partie de la forêt équatoriale. Mais les plus grands défis du nouveau ministre, c'est de réaffirmer la RDC à l'échelle mondiale. Le pays occupe la 2e position en termes de forêt après l'Amazonie. L'Union européenne, dont l'ambassadeur a été reçu par le ministre, croit donc à l'apport de Kinshasa qui a pris part active à la conférence de Lima au Pérou. Le débat reste tout de même houleux dans l'opinion sur le crédit carbone dont le pays ne bénéficiera toujours pas. Autre question auquel le ministre devra apporter d'éclairage. Parlons sport à présent. Si les Léopards de la RDC seront présents à la phase finale de la CAN Guinée équatoriale 2015, la République démocratique du Congo doit par contre participer sans ses arbitres non retenus par la Confédération africaine de football, une réalité qui s'enracine de plus en plus alors que, comme d'autres arbitres, les Congolais aussi prennent part aux différents séminaires et stages. Les cas de Olivier Safari qui est notre invité. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes arbitre international et vous revenez il y a peu d'un stage en Égypte. Vous avez été arbitre assistant au dernier CHAN. Vous espériez peut-être officier la CAN 2015. Alors, pensez-vous avoir été oublié? Non, la CAF ne peut pas oublier ses arbitres. C'est-à-dire, je n'ai pas été oublié. Nous ne sommes pas celles oubliées aussi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pays qui vont participer, mais que leurs arbitres ne sont pas désignés. Mais il y a aussi plusieurs pays qui sont absents et l'équipe absente plutôt, et les arbitres sont absents. Et qu'est-ce qui fait que l'on ne retrouve pas souvent les arbitres congolais lors des grandes compétitions africaines notamment? Vous savez que pendant les autres arbitres d'autres pays évoluaient, l'arbitre congolais était dans des distractions. Et il y a longtemps, on peut imaginer comment est-ce que l'arbitre congolais s'est comporté. Et maintenant, si on peut dire aujourd'hui, l'arbitre congolais s'est réveillé petit à petit. Il n'y a pas longtemps, il y a Achille Madila qui a été qualifié au niveau de la phase finale U17. Très récemment, j'étais retenu au CHAN passé en Afrique du Sud. Je viens fraîchement d'un séminaire des arbitres d'élite de la CAF. Vous savez, la CAF a plus de 650 arbitres. Et là, il faut seulement prendre 44. Pendant que nous, on dormait, les autres travaillaient. Comprenez que nous ne sommes pas oubliés, mais nous venons petit à petit. Alors, vous avez parlé d'Achille Madila, vous avez parlé de vous-même, mais on retrouve souvent les autres nations comme les Sénégalais et d'autres. Qu'est-ce qui bloque actuellement les arbitres congolais? Vous savez, il y a un virage de l'arbitrage congolais, ça on doit se le dire. Je crois qu'on est devant tout le monde, chacun connaît de quoi il est responsable. Vous savez, il y a un système qui détruit l'arbitre congolais ici au pays. Vous allez voir quelqu'un, on va l'appeler par exemple coordonnateur, mais si vous vous posez la question, il est coordonnateur de quoi? Si vous savez, là,
vous allez regretter. C'est-à-dire qu'il y a un vrai risque, franchement. Le président Constant Omari a pris commande cette fois-ci. Il s'est réveillé, il a dit non. L'arbitre congolais doit être représenté dans des regroupements. Voilà qu'on est en train de faire un effort pour quitter ce trou-là, mais ce n'est pas facile, franchement, c'est une guerre. Alors, quand est-ce que nous pourrons espérer voir un arbitre congolais lors des prochaines compétitions? Même cette CAN même aussi, on allait être là, mais la CAF a décidé de désigner les autres. Ce n'est pas qu'il nous a oubliés, mais peut-être que la CAF regarde encore si réellement l'arbitre congolais est en train de se ramener vers le bon chemin. Voilà. Merci Olivier Safari d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et puis, 29e Coupe d'Afrique des clubs champions, messieurs, le basketball club de Mazembe, de la RDC affronte ce jeudi les Angolais de Recreativo de Libolo pour une place qualificative en demi-finale. Face à un club expérimenté à ce stade de la compétition, les Corbeaux de Lubumbashi veulent réaliser un match plein et déjouer tous les pronostics. Ils l'ont déclaré mercredi avant cette affiche qui s'annonce palpitante. Suivez. Vainqueur de la dernière édition de la Coupe du Congo de basketball récemment à Kinshasa, le BC Mazembe de la RDC à Tunis joue sa dernière carte ce jeudi face aux Angolais des Recreativo de Libolo. Un match de tous les enjeux. Après avoir battu le Nigérian des Marc Mentors mardi, un match de la 5e journée de la phase de poule, le Corbeau de Lubumbashi, un représentant valable de la RDC à cette compétition, sont en face d'un défi majeur, celui de barrer la route à l'une des grandes équipes du continent, les Libolo. La mission paraît difficile, mais pas impossible pour le BC Mazembe, qui est devenu, depuis quelques années, un véritable outsider sous l'échiquier continental. Pour preuve, ces derniers résultats montent en puissance. Mazembe a cependant perdu ses 3 premiers matchs dans cette compétition contre l'Union Sportive Monastir 54-68, face à Primeiro d'Agosto 65-82 et devant l'Espérance Sportive Rades 67-74.